Seigneur, que pendant ces instants de partage, tu diriges nos propos, que tu ouvres notre esprit et que tu nous permettes de comprendre tes enseignements et ton plan au travers de ta parole. Veuille nous guider pendant ces instants. C'est en Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Amen. Je suis heureux de vous retrouver. On est un petit peu moins nombreux qu'on l'a été à d'autres occasions, mais on est heureux d'être ensemble. Et cette semaine, eh bien, nous avançons vers la fin de notre programme du trimestre, puisque nous en sommes à la 12e des 13 leçons. Et cette leçon, donc, va nous permettre d'approfondir encore cette réflexion sur la gestion de nos émotions. Nous sommes faits de nos émotions, de nos sentiments, de ce que nous éprouvons. Et comme Jésus qui a pleuré, bien ces émotions, nous devons apprendre aussi à les gérer, à les mettre au bénéfice de notre vie, de notre bonheur. Nous allons étudier la place de la nature comme une source de santé, mais aussi d'une santé émotionnelle. Alors, pour cela, moi j'ai choisi de centrer notre attention sur un texte qui est un poème, qui est tiré du livre des Psaumes. Et le poète est émerveillé par le Dieu créateur, par ce qu'il a fait, et avec ces vers qui sont destinés à être chantés, il essaye de nous convaincre des beautés de la nature. Alors je vous propose de lire quelques extraits de ce psaume qui porte le numéro 104 dans la Bible. « Je veux remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es couvert de beauté et de gloire. La lumière t'enveloppe comme un vêtement. Tu étends le ciel comme une tente. » Puis un petit peu plus loin, le texte dit encore « Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. » Donc c'est un poème qui chante la gloire du Créateur. Alors, la nature, ce que Dieu a créé, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous aimez sortir dans la nature? Ah ben oui. Oui, Ah oui. sans hésitation. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez dans la nature? Tout. Tout. Alors, sois un petit peu plus précise. Déjà, le défilement des saisons, Oui. elle est très variée de ce fait-là. Mhm. Elle est très variée aussi en fonction de l'heure à laquelle tu sors. Oui. Elle est très variée en fonction de ton humeur. Mhm. Est-ce que tu es ouverte? Est-ce que tu es réceptive? Est-ce que tu es renfermée dans les soucis, dans les tracas? Alors, c'est... Donc, tu trouves plein d'éléments dans la nature qui te permettent de te rapprocher de la nature, de réfléchir, de résoudre des problèmes. Et par tout ça, si tu vas un peu plus loin, cette nature, elle vient d'où? Qui l'a créée? Et c'est là que tu arrives au cheminement spirituel. Bon, merci. Est-ce que vous avez des expériences semblables? Vous vivez ça aussi? C'est vrai que la nature est quelque chose de formidable. Ne serait-ce que le matin, lorsqu'on se réveille et qu'on voit le soleil qui brille, tout est illuminé, c'est formidable. Alors que quand il fait gris, quand il fait sombre, c'est vrai que c'est moins attrayant. On a moins envie de refléter ce que l'on voit par le fait. Pourtant, le nuage qui cache le soleil, il est aussi de la nature. C'est vrai. Oui, pour le moral, Voilà. c'est moins agréable. Ouais. Par contre, l'orage en forêt, c'est... Voilà, alors il y a cette variété. Il n'empêche que pour le citadin que nous sommes, parfois la nature me pose problème. Au mois de décembre, beaucoup de neige en région parisienne a été pour beaucoup de Parisiens quelque chose qui les a étonnés et gênés. Difficile, en tout Difficile cas. en tous les cas. Dans la pratique de la vie telle que nous la vivons. Ce qui tente à prouver que parfois, en tant que citadin, on s'est éloigné des rythmes de la nature et qu'on est parfois perturbé pour des choses qui sont naturelles. Parce que plus habitué, je pense. Parce que peu habitué. Peut-être, oui. Ouais. Jacqueline, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans la nature? Bien, en vous écoutant, moi je vais être vraiment un petit peu en dehors de tout parce que j'ai vraiment été élevée dans la ville, vraiment proprement dit, et on m'a jamais fait aimer la nature vraiment proprement dit. Mes parents, on était toujours en ville, et bon, ben, à part le ciel, les nuages, pour moi, quand j'ai connu le Seigneur, a été une découverte pour moi. Parce que vraiment, pour moi, la nature, c'était l'environnement, c'était les maisons, c'était Oui. les parcs à la rigueur.
les parcs. Heureusement qu'il y avait des parcs. Mais je reconnais que à partir du moment où on se rapproche de Dieu, eh bien, on voit la nature différemment et on a envie d'y aller. Ouais, mais dis donc, quand Jean est tombé amoureux de toi, il t'a jamais offert des fleurs? Ah oui. Et comment tu as réagi aux fleurs? Oui, oui, c'est vrai. Alors, oui, mais tu vois, c'est des fleurs hors la nature, coupées dans le... Voilà. Oui, mais enfin, c'est pas lui qui les avait fabriquées. Non, mais c'est pour dire que la nature ça aurait été mieux si on découvre la nature dans son milieu. Bien sûr. Hein. Là, tu vois, il y a encore une coupure, quoi. Une coupure dans le... Bon, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, malheureusement. Oh non. Et qu'il y a des efforts à faire. Tout à fait. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près, on a dépassé, disons, les 50% de la population mondiale qui vit en ville. Ah. Hein? La moitié de la population vit en ville aujourd'hui. Alors c'est sûr que la nature, eh bien, elle devient de plus en plus lointaine pour ces gens-là. Très souvent, notre premier désir, c'est d'aller d'aller- nous extérioriser C'est vrai. dans la nature. Eh On oui. cherche des endroits différents, Oui, on oui. souhaite quitter la ville. C'est vrai. Ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, quelque part, on en a besoin. Oui. Oui, Et quand puis tu qu'on a regardes dans les villes, sur les terrasses, moi je suis stupéfaite, même dans Paris, tu regardes un peu en haut, des immeubles, sur les terrasses, tu as des vrais jardins. Oui, on plante des arbres sur les Oui, terrasses, oui, oui. on a des... C'est un besoin. C'est sûr. C'est quelque chose de magnifique. Et d'ailleurs, on apprécie qu'une ville comme Paris, puisque nous habitons pas très loin de Paris, soit une ville dans laquelle il y ait quantité d'arbres. Heureusement qu'il y a ces arbres. Alors, je vais revenir à ce poème dont j'ai lu quelques extraits et nous allons essayer d'en lire quelques autres. Je vais demander à Jean de nous lire un petit extrait qui nous parle en particulier de l'eau et de l'eau douce. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font retentir leur voix parmi le feuillage. Voilà, donc quelque chose qui nous décrit un petit peu l'eau douce. Hein, Ouais. l'eau douce. Alors, à quoi ça sert l'eau douce? C'est la base de la vie, nous. C'est la base de la vie. Ah oui. Hein. C'est une source de vie. Oui, il parle donc des bêtes des champs qui la boivent, des ânes sauvages, des oiseaux qui font leur nid à proximité de l'eau, comme si les animaux de toutes espèces étaient conscients de cette nécessité de l'eau douce, de l'eau des sources pour leur vie. Et aujourd'hui, le problème de l'eau est certainement l'un des problèmes les plus aigus sur notre planète. Hein, nous savons qu'il y a des régions désertiques où il est difficile d'avoir de l'eau, et nous savons que bien des eaux douces sont polluées, sont de mauvaise qualité, et c'est un problème. Alors pour le moral, pour les émotions, quelle relation vous voyez entre l'eau et vos émotions? Est-ce que vous avez vécu des expériences dans ce domaine-là? Quand on est Quand on est fatigué, immergé dans l'eau, Ça délasse. tu te laves moralement. oui, Toujours l'histoire du citadin, excusez-moi, pourtant je ne suis pas citadin pour autant, mais quand on est très fatigué, on cherche à prendre ou une douche ou un bain pour se détendre. On a besoin d'eau, parce qu'un bain de boue, bon, ça peut aider pour les rhumatismes, mais un bain d'eau, quand on y reste une vingtaine de minutes, c'est vrai que ça délasse, ça détend, on a besoin d'eau. on a besoin de l'eau pour se détendre. Ça, c'est l'eau extérieure. Extérieure. C'est nous qui nous mettons dedans. Mais moi qui, entre autres, ai eu un problème de rein, eh ben, on m'a dit qu'il fallait beaucoup boire. Voilà, c'est ça. Et je me rends compte que quand je bois, mon cerveau est plus clair, je pense plus facilement, je réfléchis plus facilement. Ils disent d'ailleurs, au point de vue médical, que c'est une source de fatigue générale si on ne boit pas assez. Parce que tout l'organisme, justement, peine. Et comme tu dis, pour les reins, on a besoin. Alors, on manque d'eau. On manque d'eau souvent, surtout dans l'hiver particulièrement, qu'on n'a pas Parce trop qu'on n'éprouve envie de pas boire. oui, on n'éprouve pas la sensation de soif. Voilà, Oui. et ça, c'est important. L'eau est primordiale dans le corps. Et dans ce sens-là, elle est rafraîchissante, pas seulement physiquement, mais même moralement, elle déstresse et elle nous permet d'avoir de bonnes relations avec les autres. D'ailleurs,
qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un quand on a envie paisiblement de discuter? On va boire un On verre. l'appelle. Allez, on va prendre un verre. Eh ben oui, exactement. Et on se rend compte qu'autour d'une boisson, Eh oui. on arrive à dialoguer, hein, c'est vrai. peut-être plus facilement que dans d'autres circonstances. Alors, on se dit, peut-être, soyons pas plus bêtes que les animaux, profitons-en vraiment. Voilà. Et on peut se passer de manger 1 ou 2 journées ou plus. Ouais. On va pas se passer de boire. C'est Voilà. sûr. Ça, 3 semaines, au bout de 3 jours. là, on C'est- tient plus, là, t'es en c'est pas détresse. possible. Ouais. Ok, donc voilà un des aspects que ce poème essaye de faire ressortir de ce contact avec la nature, de ce bienfait de l'eau, et de l'eau de source. Pas forcément de l'eau qui a été traitée, qui a besoin d'être dépolluée. Alors heureusement qu'on a des moyens de la dépolluer, de la nettoyer, de la filtrer, de lui redonner de la qualité dans nos sociétés urbanisées. Mais n'empêche que aller boire à une source, ça a quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'on aime s'arrêter quand il y a une source qui coule l'été. Bon, l'hiver c'est Ouais. plus compliqué, mais l'été, on aime s'arrêter et tendre la main et boire de l'eau fraîche parce qu'on se sent proche de la nature. Je veux dire, c'est quelque chose de revivifiant. Et, alors bon, faut-il trouver des sources, mais on en trouve encore. On a de la chance Oui. en France d'en avoir encore Ouais. beaucoup. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. On fait- Donc voilà, premier échange qui est intéressant sur cette notion d'eau. Maintenant, si nous avançons dans ce poème, on se rend compte qu'il va nous parler d'autres éléments de la nature. Alors, peut-être Marie-Antoinette, si tu veux lire un des paragraphes qui suit presque immédiatement cet aspect de l'eau. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait, plus que l'huile, resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qui l'attendent. C'est intéressant de voir que la nature, elle est pourvoyeuse de nourriture. Oui, mais grâce à l'eau. Alors, grâce à l'eau, bien sûr, mais pas seulement. Parce que dans la terre, il y a quand même des produits, des sels minéraux, des éléments qui permettent à ces plantes de pousser. Oui, mais si elles n'ont pas d'eau, elles ne pousseront pas. C'est vrai, hein, oui. On est bien d'accord avec ça. Mais n'empêche que quand on va au marché, ou quand on va au supermarché, puisqu'on a dit qu'on était, la plupart de nous, des citadins, concrètement, ces produits-là, certes, on les voit peut-être livrés par des camions, mais d'où ils viennent? Oui. Maraîcher, agriculture. Eh ben oui, il faut bien. Oui. Et qui a mis au point ça? Je veux dire, l'agriculture, c'est, même si c'est devenu un petit peu industriel, c'est un travail de collaboration avec la nature. Le paysan, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'arrivera pas à faire germer tout seul une plante. Mais non. C'est pas lui qui fait ça. Lui, il provoque les conditions dans lesquelles elle va germer. Et heureusement qu'il y a des paysans, heureusement qu'il y a des agriculteurs qui font ce travail, sinon on serait tous mal. Hein. Mais c'est une collaboration avec la nature. Cette collaboration avec la nature, qu'est-ce qu'elle nous dit de la nature? Comment vous percevez la nature à travers ça? Sans tous ces produits qu'elle produit, on ne pourrait pas vivre. Donc, une certaine reconnaissance. Ah ben oui. Ah oui. Ouais. De percevoir la nature comme un bienfait, donc un regard positif, constructif dessus. Tout à fait. Parce que c'est vrai que dans la nature, on peut voir aussi des problèmes. Eh oui. Hein, ceux qui ont vécu des tremblements de terre, ceux qui ont vécu des éruptions volcaniques peuvent se dire ouais, la nature, elle est méchante. Oui, mais attends, les éruptions volcaniques, tu as la lave qui coule et la lave, elle est très fertilisante. C'est vrai. Et donc, il y a une éducation du regard à avoir pour regarder les beaux côtés de la nature. Le côté positif. Oui. de la nature. Alors justement, est-ce que vous avez fait des expériences sur ces côtés positifs de la nature? J'ai eu l'occasion de visiter une coulée de lave qui datait d'1 an. Et puis il y avait d'agir les petites fougères qui poussaient dessus. Ah, des fougères, donc directement sur oui. la lave. Ah oui, j'étais vraiment stupéfaite de voir ça. Jacqueline, tu m'as parlé d'une visite que tu as faite en Guadeloupe. Ah oui.
qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qui t'a frappé dans la nature que tu as C'est vu? l'exubérance de la nature. Ouais. Moi qui viens du bitume, je me dis, mais c'est pas possible, du béton, je me dis, mais c'est pas possible. La générosité de la nature, c'est plus grand, c'est plus fouillu, plus fouillis, plus... mais vraiment, et j'ai rencontré donc une personne de là-bas, que je connais bien, une amie, et qui me disait, tu sais, ici, on a de la chance, parce qu'il ne peut pas y avoir de gens qui meurent de faim. Parce que la nature, même s'ils n'ont pas de toit, même s'ils n'ont pas d'argent, même s'ils n'ont rien, la nature s'offre à eux, et gratuitement. Donc il ne peut pas y avoir de gens qui meurent. Et je me suis dit, je me pensais que cette nature était beaucoup plus près de l'idéal qu'on avait avant, sûrement que maintenant. La dégénérescence déjà dans nos pays par rapport à eux, bon, le climat, c'est pas le même, c'est vrai, mais je vois les gens là-bas, eh bien, ils connaissent tous les plantes. Ils savent comment, pour se nourrir, mais aussi pour se soigner. Nous, on va au pharmacien et puis on demande. J'ai vu la différence. Tu as eu l'impression de voir une différence. Oui. Alors d'abord une différence par la luxuriance, la production, Voilà, déjà. la richesse de cette nature. Voilà. Alors c'est vrai, chaleur, humidité, Favorise. terre volcanique, avec ça, tout ça ça, il y a va. beaucoup d'éléments qui sont réunis pour faire de cette nature une nature qui porte du fruit. Voilà. Hein. Et puis, ce que tu as remarqué, c'est une proximité des gens qui fait qu'ils connaissent mieux et ils peuvent donc mieux utiliser les ressources que cette nature leur fournit. Ouais. Et donc, il y a là quelque chose d'aussi intéressant. Quand on a cette relation avec une nature qui est généreuse, alors on peut la regarder avec cette reconnaissance dont tu parlais. Voilà. On peut se dire, bon, finalement, la nature est là, c'est un bienfait, c'est une richesse. On peut peut-être en arriver à cette réflexion que Jésus a faisait à ses contemporains. Ne vous inquiétez pas, ne dites pas de quoi que mangerons-nous demain. Hein? Et tu sais, Bernard, je Ouais. te coupe, mais même en forêt de Fontainebleau, si tu regardes bien, tu as de quoi manger toute l'année. Ah oui, oui, certainement. Il y a une richesse dans les Ah oui, forêts. oui, absolument. Mais ça peut-être, ça demande une plus grande observation, une plus grande connaissance, parce que ça risque d'être des fruits plus petits, ça risque d'être des choses plus qui nécessitent un peu plus d'observation, Oui, d'attention. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il faut étudier le cycle de la donc, plante. Donc ça vaut la peine d'étudier la nature, pas seulement de l'admirer. C'est vrai que là on parle d'endroits magnifiques, hein, mais il y a des endroits plus déserts. Je veux dire qu'il y a des gens qui vivent dans des endroits plus désertiques, plus compliqués, et pour qui la nature n'est pas toujours quelque chose de facile pour les gens qui doivent aller chercher de l'eau. Je pense à toute l'Afrique subsaharienne. Bon, c'est pas facile pour eux. Oui. Pour autant, ils la fuient pas. Oui, mais il y a des paradoxes. Ouais. Moi, j'ai vécu en Afrique subsaharienne et j'ai été frappé qu'il y a certaines zones où on arrive à avoir 3 récoltes par an. Parce qu'il y a des saisons des pluies, parce qu'il fait une certaine chaleur et qu'on arrive. Alors qu'il y en a d'autres qui sont désertiques. On arrive à obtenir des choses intéressantes. Mais il faut vraiment tenir compte de tout un tas de facteurs qui permettent. Et là, c'est vrai qu'il y a la nécessité d'une connaissance et la nécessité d'un travail avec la nature. Et d'une gestion, je dirais Oui, aussi. oui, oui. Savoir gérer les produits qu'elle t'offre afin de pouvoir subvenir par la suite, parce qu'elle va te les offrir pour une période X. Voilà, Déterminé. il faut être là au bon moment. Voilà. Et il faut pouvoir ne pas les gaspiller et les utiliser sagement. Donc, on a là quelque chose qui est assez intéressant, parce que si on veut bien y réfléchir, s'il n'y avait pas cette force de la nature, ben, on n'aurait pas grand-chose à manger et on aurait du mal à survivre sur cette planète. Énormément de mal. C'est ce qui fait tout le paradoxe, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, on a l'impression que la nature, elle se résume au supermarché. Il suffit d'aller au rayon frais, on a la nature présente. C'est vrai que les enfants, aujourd'hui, ne se posent pas trop de questions, pour ceux qui n'ont jamais vécu à la campagne, alors que derrière, il y a le travail d'hommes et de femmes qui permettent à cette nature de nous produire des aliments, de permettre qu'on puisse en vivre. Alors en France, on a de la chance, on est certainement le premier pays européen, enfin d'Europe, au niveau de l'agriculture.
Il y a d'autres pays qui n'ont peut-être pas cette chance-là. On ne le voit peut-être pas. Je veux dire qu'on on est peut-être pas aussi près de la nature qu'on devrait l'être pour la regarder, pour la voir et la respecter. D'ailleurs, aux enfants, les enfants, d'ailleurs, on leur demande, mais d'où vient le lait? Ah ben, de Carrefour, ou bien... Bien sûr. Eh oui, bien sûr. Il y a une coupure. Il y a Oui. une coupure entre la nature et l'être humain en Bernard, ville. Oui. je t'avoue que personnellement, ma fleur préférée, c'est le perce-neige. As-tu déjà observé le perce-neige qui perce la neige? J'en ai vu, disons, dans la réalité, une fois que la neige a été percée. Et Mais non. j'ai pas regardé Et non. vraiment le phénomène. J'ai eu le bonheur, moi, de voir les perce-neiges qui passaient au-dessus d'une couche de neige assez épaisse encore. Alors, écoute, ça force le respect. Oui. Ça force le respect parce que c'est une petite fleur très fragile et puis qui arrive à s'épanouir au-dessus de la neige. Oui, parce que la neige, c'est dur. Et on est quand en elle plein gelée. dedans, là, Oui. ça y est, elles sont en fleurs, c'est le Alors, printemps, c'est la il y a- première il faut fleur en une fait. force pour pouvoir percer Oui, oui. cette couche de Ouais. neige. Ouais. Et- Alors, force de la nature, beauté de la nature, et donc, en même temps, donc, ce désir d'admirer, mais aussi de collaborer avec cette force pour qu'elle contribue à la qualité de notre vie Voilà. et à la qualité de notre expérience humaine pour justement avoir, disons, des émotions qui soient positives, une vie affective, une vie relationnelle qui soit constructive. Et pouvoir la partager avec les autres. Bien sûr. Donc on va relire un autre paragraphe de ce poème, un paragraphe qui va nous faire réfléchir sur un autre élément de ce que la nature nous fait vivre. On va lire là les lignes à partir du verset 20. Alors, je crois que c'est Jacqueline qui va nous lire ça. Hein. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans la tanière, dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Ah, c'est intéressant ce rythme. Hein. La nuit, il y a des animaux qui sont nocturnes, qui ont une vie très active pendant la nuit, et puis, contraste, le poète a remarqué que l'être humain, lui, c'est plutôt un être diurne, le jour. Qu'est-ce que ça nous fait penser, en fait, le rythme jour-nuit? Ça fait penser à la création. Tout ce psaume 104, Ouais. tu sens qu'il est vraiment inspiré par les premiers chapitres de la Genèse. On voit un Dieu créateur, et là, quand on parle de la lune et du soleil, enfin des rythmes de la journée, il y eut un soir, il y eut un matin, enfin il y eut un matin, il y eut un Ouais. soir. On est dans le rythme de la création. C'est fou comme quoi la personne, le poète qui écrit est inspiré par ce Dieu créateur et qu'il remarque au travers de la nature toute la création de Dieu. Ok, donc c'est un rappel de la création. Mais bon, pour vous, le jour, la nuit, c'est quoi? Est-ce que votre vie est aussi rythmée par cette alternance? Ah oui. Ah oui, Le jour, Qu'est-ce que tu fais la nuit, Jean? on se repose. Je dors. Tu dors? On récupère. On récupère les Bah fatigues oui. de la journée, c'est vrai. Et si tu le fais pas, qu'est-ce qui se Ah passe? ben, je me sens pas bien. Ah ouais? Il faut reconnaître, comme si on n'a pas notre compte de sommeil, on se sent pas bien. Hein. À certains moments, on risque de Ouais. s'endormir parce qu'on n'a pas notre nombre Ouais, d'heures et- de tomber sommeil. malade. Et est-ce que ça facilite tes relations avec les autres? Quand t'es pas bien comme ça, que t'as pas dormi? Ben, oui, on est peut-être moins disposé à être agréable à celui avec qui on vit, malheureusement. mais- Donc quelque part, on a besoin de s'inscrire dans ce rythme. Hein. Oui, je Ah oui, crois qu'on ne peut ça pas fait- faire autrement On nous a créés comme que ça. de suivre ce rythme de vie que le Seigneur nous a donné. Activité, repos, Voilà. moment pour vraiment se reposer, se recréer, le sommeil, mais aussi l'activité. Voilà. C'est tout à fait normal, enfin tout à fait équilibré, disons, Ouais. si on peut suivre un rythme régulier de cette manière.
Du point de vue, je sais pas moi, émotionnel, vous vous sentez comment en général? Vous vous sentez des gens calmes, des gens paisibles ou des gens un peu tendus, excités Plutôt speed, oui. Plutôt speed. Oui, plutôt tendu. Et alors, le rythme nuit-jour, ça fait quoi dans ce type de perception? Ça permet de se relaxer. Ouais. On ne respecte pas justement ces moments pour lesquels nous avons été créés, dans le fond. La tendance à aller trop loin, Voilà. à pousser, à ne pas respecter. Voilà. En tout cas, c'est assez frappant de voir quand on a des adolescents à la maison. Qu'est-ce qui se passe avec les ados? C'est très frappant, je trouve. C'est vrai. C'est que la journée continue tard dans la nuit. Oui. Oui, oui. Voir, elle commence tard. Voir, elle commence quand Et Il y a des adultes aussi, de plus en plus. ouais. Et c'est un petit peu l'impression que que peut-être la nature serait une contrainte et qu'il faut s'en libérer. Non? Oui, alors bon, les moyens modernes leur permettent. Oui, parce que c'est ça. ces mêmes ados que tu mets en pleine nature avec les moyens naturels, arrive un moment, ils vont se coucher. Hein, parce que Voilà. Heureusement d'ailleurs. tu peux plus utiliser ton ordi quand il n'y a pas d'électricité, tu es obligé de vivre avec le rythme de la nature. Ouais. Et c'est vrai que quand on vit en tant qu'urbain, on est un peu déconnecté de ça. Est-ce que c'est un piège alors? La vie urbaine, est-ce qu'elle a des... Alors c'est une nécessité, un piège. Je veux dire que je ne vais pas faire l'apologie de la vie urbaine, mais moi je reconnais que quand on part en vacances, chose étonnante, on arrive à se couper plein de choses qui nous sont, semble-t-il, indispensables quand on vit chez soi. Ça veut dire que quelque part on est un peu esclave de notre modernité, Tout à fait. Technologie? Alors je dis pas que ça soit pas nécessaire, mais on l'a fait devenir indispensable. Et c'est peut-être là le piège. Et c'est vrai qu'après, on n'a plus le rythme de vie nécessaire, on se couche tard, parce que on peut voir encore très clair dans sa maison grâce à la lumière. Hein. La nuit ne nous gêne plus. Oui, Quand on peut la supprimer. Quand j'étais scout, il te restait que le feu de bois. Quoi. Donc arrivé un moment, c'est limite pour lire. Hein. Parce qu'il faut alimenter le feu, et puis parce que tu vois pas bien, donc tu dis je vais me coucher. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas nécessaire. J'allume la lumière, j'en allume deux si c'est nécessaire. Donc, des fois, je triche un peu avec la nature, ou tout de moins, j'essaye de la dépasser. Ouais. Alors, est-ce que finalement, cette nature, elle est bonne? Elle est... Alors, quand je la dépasse, il y a des conséquences. Ouais. Tu voulais dire, Marie-Antoinette? Moi, je voulais dire que, en ce qui me concerne, j'ai un rythme biologique qui est calqué sur la nature. Je me réveille avec le jour et je m'endors avec le début de la nuit. Parce que j'ai du mal à veiller, j'ai du mal à... Je sais pas, Tu parce fais que... partie d'une ancienne génération. Oui, peut-être. T'as été formée oui, comme ça? J'ai été formée comme ça. J'ai toujours vécu, j'ai eu la chance de vivre en symbiose avec la nature. Voilà. Et donc... Le problème est là. Voilà. Tout le problème est là. Je Près suis de la calquée nature. sur le rythme de la nature. Alors que quand on est en pleine ville, Oui, mais en même temps, est-ce que tu as l'impression que c'est un bienfait pour toi? Pour moi, oui. Oui. Ah oui, oui. Tu n'hésites pas là. Ah oui, oui. Ok. Aucune hésitation. C'est un Alors- besoin même. Alors c'est vrai que le poète qui a écrit ce poème sur lequel on réfléchit, là, est un poète qui vivait dans une société qui n'était pas urbanisée comme la nôtre et avec une technologie comparable à la nôtre, c'est sûr. Et pour lui, c'est normal, les êtres humains, voilà, ils se lèvent quand le soleil se lève, et puis ils vaquent à leur travail. Mais si tu regardes les animaux, Ah bah oui, je sais bien. ils suivent le rythme, ils attendent le rythme pas qu'on naturel. qu'on Les animaux sonne la cloche, nocturnes, quoi. quand la nuit tombe, voilà, ils viennent, ils se réveillent, ils font ce qu'ils ont J'entends à faire. fréquemment des animaux de la famille des hiboux. Oui, moi aussi. La nuit, oui, là où oui, je suis. oui, hein. oui, Et moi c'est aussi, pas oui, le jour que je j'entends. les entends, ça, Tout à j'ai pas fait. d'hésitation à ça. Oui, oui, oui. C'est sûr. Donc ils sont bien calqués sur le rythme. Alors de la peut-être nature. que c'est une des choses qu'on peut aussi apprendre, c'est qu'avoir une vie qui soit rythmée, proche de la nature, c'est aussi quelque chose qui nous aide à mieux maîtriser nos émotions, à ne pas nous laisser complètement épuisés, stressés par un rythme qui finalement est tout à fait excessif. Hein, parce que notre risque, c'est les excès finalement. Oui. Voilà.
Pour revenir au rythme de la nature, bon, il y a les animaux qui ont le rythme diurne, nocturne, les humains, les rythmes diurnes, la nuit d'orme. Mais si tu as observé les fleurs, Elle se ferme aussi. tu as des fleurs, Oui, tout à fait. tu as certaines Oui, fleurs qui qui s'ouvrent le matin, qui se ferment le soir, tu as des fleurs qui s'ouvrent le soir et qui se ferment le matin. Tout à fait. La nature est rythmée, il n'y a rien à faire. Voilà, Elle est il n'y a rythmée. rien à faire. Et bien organisé. Et elle résiste pas, elle se laisse. Ah, elle, non, c'est vrai. C'est pas comme nous. Elle ne s'impose pas un rythme artificiel. Voilà. Ce que Puis nous le sommes rythme capables de faire. qui leur a été donné par le... Ouais. Ok, eh ben, on va lire un dernier morceau de ce poème qui va résumer un petit peu certaines choses et nous faire percevoir comment ce poète voyait la place de Dieu dans cette nature. Camille, tu nous lis? Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Alors ça va très loin, là. C'est pas seulement la nourriture, c'est la vie, carrément. Oui, oui. ouais. C'est la vie. Alors bien sûr, L'air. c'est un poème d'un croyant. Hein, celui qui peut donner le souffle ou le reprendre. C'est sûr que... Bon, le chasseur peut prendre la vie à l'animal, Oui. ça c'est évident. L'homme Le- reprend la vie à l'homme. Ouais, l'homme est capable de tuer l'homme. Ça, malheureusement, c'est l'un des drames que l'on remarque. Mais ce qui est extraordinaire ici, je trouve, moi, dans le rythme de ce poème, c'est que il termine pas en disant, voilà, tu retires le souffle et il meurt. Oui. Mais il termine en disant, tu es capable de leur rendre le souffle. Et ils sont recréés, ils deviennent de nouveaux vivants sur ce sol qui est là. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être recréé, de vivre des moments qui vraiment vous redonnent la pêche, vous redonnent la vie? J'avais vu justement Matthieu 6, 33, 34, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça m'a toujours parlé. C'est une parole de Jésus. Hein? De Jésus. Alors là, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et au début que j'ai connu, je peux peut-être dire mon Oui, vas-y, expérience, bien au sûr. début que j'ai connu le message, j'étais seule dans ma famille à connaître ce message par une dame qui m'avait qui m'avait initiée sur la parole de Dieu, qui me rappelait tout ce que la parole de Dieu disait. Et j'ai adhéré à ça, je cherchais Dieu, j'ai dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai voulu prendre ma décision de me faire baptiser. Or, dans ma famille, j'étais la seule à ne pas être, à être adventiste, à vouloir être adventiste, et mes parents étaient tout à fait contre. Ils étaient tout à fait contre. Et moi, j'étais pas une jeune fille à l'époque, à 18 ans, une jeune fille indépendante, comme on voit maintenant. Moi, j'étais plutôt dépendante de ma famille, le cocon familial. Et quand mes parents ont vu que je voulais être adventiste, me faire baptiser le lendemain, ils m'ont dit, tu sais, demain, tu prends tes affaires et tu t'en vas, on veut plus te voir, on veut plus te connaître, et on ne cherche pas à aller dans la famille, on s'est tous donné le mot, maintenant, tu as fait ton choix, ça sera fini. Et je me rappelle, le soir, m'endormir en pleurant, en disant, mais Seigneur, c'est là que je vais voir si tu existes. C'est là que je vais voir si vraiment tu veux faire quelque chose pour moi. Parce qu'on dit qu'il faut te donner premièrement la première place. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, mais tu vois dans quel état, après, qu'est-ce que je vais Les faire? conséquences, Qu'est-ce que je vais devenir? Et je me suis endormie en pleurant. Et le lendemain matin, j'étais réveillée par la sonnette à la porte. Je vais voir. Il y avait un jeune homme qui était à la porte, qui avait un immense bouquet de fleurs. Il me dit, Mademoiselle Julie, est-ce que c'est vous? J'ai dit oui. Eh bien, c'est pour vous. C'est pour moi. Je regarde ce bouquet. Il y avait une petite carte. Et dans la carte, il y avait marqué, eh bien, nous avons vu jusqu'où ta décision était ferme. Et maintenant, eh bien, nous acceptons cette volonté de ta part. Et nous serons tous avec toi lors de ton baptême. Et toute ma famille est venue me voir me faire baptiser. C'était la famille.
j'ai dit, Seigneur, je sais maintenant que tu existes, je sais que tu peux faire quelque chose pour moi, et je sais que maintenant, j'aurai plus lieu de douter de ta présence. Alors, mettre la priorité du côté de Dieu, c'est donc quelque chose qui nous permet certes de tester notre Oui, engagement, notre foi, mais c'est une expérience qui t'a montré que Dieu ne laisse pas tomber, que Dieu ne t'abandonne pas. Et finalement, c'est aussi ce que l'on peut constater quand on observe la nature, quand on essaye de s'en rapprocher, de voir que Dieu a créé tout ça pour nous permettre d'apprécier la vie, d'apprécier ce qu'il a mis pour entretenir cette vie, pour la développer, pour la faire belle. Tout ça a été dit avec des fleurs, tu disais. Ben oui. Pourquoi en fait les fleurs sont là dans la nature? À quoi ça sert la fleur? enjoliver. Un petit peu de botanique. Permettre à la plante de se reproduire. Voilà, la fleur, en général, c'est lié aux organes de reproduction des végétaux. Et en fait, on peut se demander, mais à quoi ça sert que ce soit beau? Mais peut-être c'est la mauvaise question. Attirer les insectes. Ça attire les insectes qui vont permettre... Qui permettent la pollinisation. Voilà. Et donc cette reproduction. Et en même temps, il n'y a rien à faire, ça nous réjouit. Ah oui. Ça montre la beauté, et la beauté est quelque chose de très important pour nous. Alors peut-être que c'est l'occasion de conclure notre réflexion en nous disant, mais est-ce que notre vie, nous cherchons à la faire belle? Qu'est-ce que la beauté? Quelle place y a-t-il dans notre vie pour la beauté? C'est une source de joie, la beauté. Oui. De respect vis-à-vis de l'autre aussi. Si je me souviens bien, Jean, toi, tu as travaillé comme tailleur. Oui. Donc, tes clients, est-ce qu'ils étaient préoccupés par la beauté de ce que tu faisais? Je pense que oui. Oui, je suppose. Oui. Quand même. Donc, la beauté, tu perçois ça comment dans la vie des gens? Ça a de l'intérêt? Ne serait-ce que déjà pour rassasier le regard. Ah, oui. On aime voir quelque chose de beau. Bien sûr. On apprécie quelque chose qui est beau, qui est fin, qui est joli, et on se sent bien. Ben oui, Hein? ça aide. Ça aide à être mieux dans sa peau, si on peut dire, mais tout au moins, ça aide à se sentir bien. La beauté est quelque chose qui fait partie de la vie, et je crois que le Seigneur le sait. C'est pourquoi il a créé toutes ces merveilles de fleurs, de plantes et de... Je crois que le Seigneur le sait aussi, et que c'est nécessaire à notre équilibre. Tout à fait. Eh ben, je crois qu'avec ça, on a peut-être résumé l'essentiel de ce qui nous préoccupait cette semaine. Et je crois qu'on peut s'encourager les uns et les autres à apprécier les beautés que Dieu a placées dans la nature et à savoir en tirer des leçons pour que nos vies soient aussi des vies équilibrées, des vies apaisées, des vies régénérées par cette beauté, par cette richesse que Dieu a mise dans la nature. Eh ben, merci. On se retrouve une prochaine fois pour une autre étude. Merci Bernard. Merci. Merci. À toi, Merci. Bernard. Nous vaincrons